La configuration électronique de l'atome. Alors pour rappel, un atome est composé en son centre d'un noyau et autour de ce noyau gravitent des électrons. Alors ici, nous allons nous intéresser à la configuration électronique, c'est-à-dire à la répartition très organisée des électrons autour du noyau. Configuration électronique, on s'intéresse aux électrons. Alors les électrons se répartissent sur des couches de plus en plus éloignées du noyau. Voici un schéma en 2 dimensions de l'atome avec les couches représentées, la première en bleu, la deuxième en nuance de vert et la troisième en nuance de rouge orangé. Donc ici, 3 couches. Il y en a en réalité plus, mais en classe de seconde, on ne s'intéresse pas aux couches plus grandes que la couche 3. Si je zoome et que j'observe ce qui se passe à l'intérieur des couches, je vais pouvoir constater qu'elles sont divisées en sous-couches. Alors la première couche, la bleue, la couche 1, ne possède qu'une seule sous-couche, que l'on va appeler 1s. Puis la deuxième couche, la couche verte, si je regarde et que je zoome pour voir ce qui s'y passe, on peut constater qu'elle est divisée en 2 sous-couches, appelées 2s en vert clair, et puis un petit peu plus loin par rapport au noyau, 2p en vert foncé. Si je m'intéresse enfin à la couche 3, en rouge orangé, elle est normalement divisée en 3 sous-couches. Donc la première, la plus près du noyau, 3s, puis 3p, et il y a après 3d. Alors en réalité, on ne s'intéressera pas aux atomes qui ont suffisamment d'électrons pour remplir la couche 3d. Donc pour simplifier le schéma, je l'ai enlevé. Alors pour comprendre maintenant comment est-ce que l'on va faire pour donner la configuration électronique de l'atome, on va prendre un cas concret. On va s'intéresser à l'atome de carbone qui a pour écriture conventionnelle C12,6. Alors ici, je m'intéresse à la configuration électronique, donc il me faut le nombre d'électrons. Or, l'écriture conventionnelle du noyau ne nous donne pas le nombre d'électrons, mais elle nous donne une information capitale, qu'on a vue au chapitre précédent, qui est le nombre de protons Z égale 6, qui veut dire qu'il y a donc 6 protons, et un atome étant électriquement neutre, s'il y a 6 protons, alors il y a 6 électrons. Donc, je vais pouvoir représenter ces 6 électrons. Alors maintenant, comment est-ce que l'on fait pour donner la configuration électronique de l'atome? Il y a des règles de remplissage à connaître. Donc on remplit progressivement les sous-couches de la plus proche du noyau à la plus éloignée. Donc ici, la plus proche du noyau, c'est la sous-couche 1s. Alors on se pose la question, combien d'électrons est-ce que je peux mettre dans cette sous-couche 1s? La réponse est au maximum 2. Donc je vais placer un premier électron sur la sous-couche 1s, puis un deuxième électron sur la sous-couche 1s. Il m'en reste donc 4 à placer. La sous-couche 1s est pleine. Que fait-on alors? Quand une sous-couche est pleine, on va remplir la suivante. La suivante étant ici la 2s. Sachant que dans la couche S, on peut mettre au maximum 2 électrons, je viens y placer 2 électrons. La couche 2s est pleine. Comme elle est pleine, je vais remplir la sous-couche suivante, qui est ici la sous-couche 2p. Alors oui, mais combien d'électrons peut-on mettre dans la sous-couche 2p? La réponse est au maximum 6 électrons. Il m'en reste 2, je peux donc les positionner dans la sous-couche 2p. Voilà comment les électrons sont organisés autour du noyau. Dans la réalité, on suppose que ce schéma est en 3 dimensions, bien évidemment, et que les électrons sont en mouvement permanent autour du noyau, sur ces différentes sous-couches. Alors ça, c'est la façon de représenter au plus proche de la réalité ce qui se passe pour la répartition des électrons autour du noyau. Maintenant, on peut avoir une autre façon de représenter la configuration électronique, et on va voir ça juste après. Donc ici, le schéma qu'on a vu précédemment. Et on peut également décider de représenter la configuration électronique en utilisant ce petit schéma où sont représentées donc les 3 couches, sachant qu'il y en a plus mais qu'on s'arrête à 3. Et à l'intérieur de chaque couche, les sous-couches représentées. Donc pour la couche 1 est représentée la sous-couche 1s, pour la couche 2 sont représentées les sous-couches 2s et 2p.
Pour la couche 3 sont représentées donc les 3 sous-couches 3S, 3P et 3D. La 3D, je l'ai mis en pointillé car on a dit qu'en seconde, ça n'allait pas nous intéresser. Et donc, je peux d'ores et déjà la supprimer pour simplifier le schéma. Je vais reprendre exactement le cas du carbone qu'on vient d'étudier. Donc, on a dit qu'il possédait 6 protons et donc 6 électrons. Et on a dit qu'on allait remplir en premier lieu la sous-couche la plus proche du noyau, donc la sous-couche 1S. Donc ici, quand vous ferez l'activité, vous aurez la possibilité d'utiliser soit le schéma qui est à droite avec les cercles, soit le schéma qui est en haut à gauche avec les noms des couches. Donc si je prends le premier électron et je vais le placer dans la sous-couche 1S du schéma de droite, et si j'ai choisi d'utiliser l'autre document, le tableau, je peux venir placer l'électron sur la sous-couche 1S tout en haut. Puis je fais pareil pour le deuxième électron que je vais venir placer dans la sous-couche 1S du schéma de droite ou dans la sous-couche 1S du schéma en haut à gauche. Cette couche étant pleine, 2 électrons pour rappel, je vais remplir la sous-couche suivante qui est la sous-couche 2S. Donc je prends le troisième électron de l'atome de carbone et je viens le placer sur la sous-couche 2S du schéma de droite ou sur la sous-couche 2S dans le tableau en haut à gauche. Idem pour le deuxième électron de la sous-couche 2S que je peux placer soit sur le schéma de droite, soit sur le schéma de gauche. La sous-couche 2S est pleine, je passe donc à la suivante qui est la sous-couche 2P. Pour rappel, on peut mettre 6 électrons, il m'en reste 2. Donc je prends un électron qui me reste et je le place sur la sous-couche 2P du schéma de droite ou du schéma de gauche. Et enfin, le dernier électron sur la sous-couche 2P du schéma de droite ou du schéma de gauche. Donc voici les deux possibilités pour représenter les configurations électroniques. Alors qu'on soit bien au clair, le jour du contrôle ou d'un exercice, quand je demanderai d'écrire la configuration électronique, il est bien évident qu'on ne fera ni le schéma de gauche ni le schéma de droite. Ça, c'est un outil pour comprendre comment on construit la configuration électronique. Nous, on va l'écrire tout simplement en considérant que la première sous-couche occupée est la sous-couche 1S et elle possède 2 électrons. Donc on va écrire 1S exposant 2. 1S exposant 2. Puis on va prendre la sous-couche suivante qui est la sous-couche 2S. Elle possède 2 électrons, donc on va écrire 2S exposant 2. Puis la sous-couche suivante, 2P, qui possède 2 électrons, donc on va écrire 2P exposant 2. On s'arrête là, vu que la sous-couche 3S ne possède pas d'électrons. Bien évidemment, le jour d'un exercice, on ne met pas de code couleur. La configuration électronique qui est ici 1S2, 2S2, 2P2 sera écrite uniformément de la même couleur. Et voilà la configuration électronique telle qu'il faudrait la donner dans un exercice ou un contrôle. Alors il reste une information qui va être capitale pour le chapitre prochain, c'est de s'intéresser aux électrons qui sont sur la dernière couche. Alors ici, si je regarde le schéma en haut à gauche par exemple, la dernière couche occupée, donc la dernière couche sur laquelle il y a des électrons, c'est la couche numéro 2. Donc les électrons de valence, on les appelle comme ça, sont les électrons qui sont sur la dernière couche occupée, sont au nombre ici de 4. Il faut additionner les 2 électrons qui sont dans la sous-couche 2S et les 2 électrons qui sont dans la sous-couche 2P. Donc il y a ici 4 électrons de valence. Donc à partir de maintenant, tu vas pouvoir aller faire l'activité qui s'appelle la configuration électronique. Il te faudra donc prendre l'une des 2 représentations ou les 2 si jamais tu en ressens le besoin. Et bien évidemment, s'il y a une des façons de comprendre qui a été particulièrement efficace pour toi, prends bien le temps de la noter dans ton cours pour pouvoir t'en servir au moment des révisions du contrôle. Voilà.